Eh ben, bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire donc, que j'ai intitulé « Quand trop, c'est trop ». Parce que très souvent, une des choses auxquelles je suis confronté avec mes clients, mes clientes, etc., et au quotidien, c'est les gens qui ne savent pas poser de limites. Et après, ils sont étonnés que d'autres personnes ne respectent pas leurs limites. Ben oui, mais si tu ne mets pas tes limites, c'est un petit peu normal que les autres ne les respectent pas. Ah ben oui, mais c'est logique d'avoir certaines limites. C'est normal qu'on ne fait pas ça. Ça, on ne le fait pas. Ah mais non, c'est pas normal. Ça peut dépendre de la culture, de la ville, de la famille. Ça peut dépendre de beaucoup de choses. On n'a pas tous les mêmes limites. On n'a pas tous les mêmes... certaines choses ne sont pas évidentes pour tout le monde. Cyril Malka, Sans divan. Cyril Malka. Cyril Malka. Sans divan. Là où il est important de comprendre qu'il est important de mettre des limites, c'est parce que tout le monde n'a pas les mêmes limites et il peut y avoir des limites que l'on peut accepter, soit outrepasser, mais d'autres non. Et il faut dès le départ et régulièrement mettre des limites, que ce soit avec les enfants, avec les partenaires, que ce soit même avec la famille, éventuellement. Et puis, il est important de mettre ces limites avant que le problème se produise. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça ne sert à rien d'installer une clôture autour de votre jardin si les voisins sont déjà entrés, ils ont déjà foutu leur chaise longue. Donc, le mieux est de mettre les limites dès le début ou relativement tôt. Alors après, les limites, comme on va le voir, c'est des choses qui peuvent évoluer. On n'a pas toujours les limites. Nos limites ne sont pas les mêmes à 20 ans qu'à 30 ans, qu'à 40 ans, etc. Et donc déjà, ça évolue. Et puis après, si vous avez appris à mettre les limites un peu plus tard, par exemple en voyant ce webinaire, vous mettez les limites, mieux vaut tard que jamais. Et en tout cas, les limites, il est important de comprendre que c'est pas le plaisir de mettre des limites, c'est pas le plaisir de dire non, c'est pas le plaisir de dire je veux pas, je vais faire que ce que je veux. C'est tout simplement une question de respect de soi. Et c'est une ligne invisible qui va dire voilà, je suis disponible jusque-là, je suis présent, je suis aimant, je suis professionnel. Voilà le point où ça commence. Et puis voilà le point où ça commence à taquiner un petit peu trop ma paix intérieure. Et là, du coup, non, ça ne va pas plus loin. Donc, ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est pas vraiment le genre apprenez à dire non. D'ailleurs, j'ai déjà fait un webinaire sur le sujet et j'ai même fait tout un programme là-dessus. Et c'est pas du tout non plus dire maintenant soyez égoïste, etc. Parce que c'est pas du tout le but de mettre des limites. C'est en fin de compte quelque chose qui établit une frontière sans violence, sans justification, sans honte. Et donc, pour ça, il y a 3 étapes, en fin de compte, qui va être à suivre. Alors déjà, il va falloir comprendre pourquoi nos limites, très souvent, elles sont un peu floues. D'accord ? Parce que très souvent, les gens, quand on parle de limites, ils vont me dire oui, mais là, un tel a dépassé les limites. Et lorsque je pose la question, de quelle limite est-ce que vous parlez exactement ? Quelles limites ? Donnez-moi vos limites. Quelles sont vos limites ? Eh ça devient un truc un peu... le respect, il faut me respecter. Oui, mais c'est bien joli tout ça, le respect. Mais ça veut dire quoi, le respect ? Qu'est-ce que vous entendez par ça ? C'est flou tout ça. Vous voyez, c'est pas, il faut que ce soit beaucoup plus précis. Donc déjà, il est important de comprendre pourquoi on met ces limites de façon un peu floue. Parce que quand on comprend pourquoi on les met floues, on peut comprendre comment on peut les mettre de façon plus nette. Après, il est important de reconnaître et d'identifier les différents signaux internes qui vont nous alerter sur le fait que il y a une ou plusieurs limites qui ont été dépassées. Et puis enfin, travailler un petit peu et comprendre comment on peut les poser clairement. Alors, avant de vraiment de commencer, essayez de réfléchir un petit peu à une situation, ou même plusieurs, de préférence récente,
qui est une situation où vous avez dit oui, où vous avez répondu oui, alors qu'en fin de compte, tout en vous, mais presque tout votre être, en fin de compte, criait non. Et alors, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans votre couple, peu importe, une situation relativement récente. Et là, déjà, essayez de vous souvenir un petit peu de la sensation corporelle que vous avez eue juste après avoir dit oui, juste après avoir cédé. Si vous y réfléchissez, vous voyez que on a tous eu, parce que ça m'est arrivé également, une tension, un petit goût amer, un petit peu cette idée de « j'aurais pas dû », ouais, anxiété, malaise. En fin de compte, on sait parfaitement que là, on a déconné, que là, il y avait une limite qu'on avait et qu'on n'a pas respectée nous-mêmes. Et c'est de là que vient ce que je vous ai dit au départ. Je dis, bah oui, mais si vous ne respectez pas vos propres limites, les faire respecter aux autres, c'est peine perdue. Et en fin de compte, c'est vraiment quelque chose à apprendre. Ça va être nécessaire pour vous à apprendre et à mettre vis-à-vis de tout le monde. C'est une forme d'hygiène psychologique, si on veut dire ça comme ça. Oui, comme le dit Eva, après vient la culpabilité, ça on va en parler, parce que c'est un petit peu comme, je sais pas moi, c'est une hygiène quotidienne qu'il va falloir faire ou qu'il va falloir entretenir, et c'est un petit peu comme, vous lavez pas une fois pour toutes le matin, un jour, et puis après vous lavez plus le reste de votre vie. Et ben là, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui évolue avec vous, et c'est quelque chose qu'il faut toujours respecter et avec lequel il faut toujours travailler. Alors déjà, et l'un les origines du problème et l'un des cœurs du problème, c'est mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de poser des limites ? Et en fin de compte, pourquoi est-ce que beaucoup de gens, vraiment beaucoup de gens, acceptent d'en faire trop, de se surcharger et de supporter vraiment l'insupportable, en fin de compte ? On se dit, mais pourquoi tu fais ça ? Alors ils vont dire, c'est un manque de caractère, oui, je suis faible, etc. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est du pipeau. C'est pas parce que vous êtes faible, c'est pas parce que vous manquez de caractère. Ça, c'est une très mauvaise excuse, parce que c'est bien pratique. Si on dit oui, mais j'ai pas suffisamment de caractère, je suis faible. Voilà. Dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire. Il faut pas travailler sur soi. On n'a plus besoin. Non, c'est pas vrai. C'est une construction psychologique que l'on a et qui revient et qui remonte en fin de compte d'assez loin. Alors la première chose, l'une des premières causes, ça va être l'éducation à plaire. On est éduqué depuis l'enfance. Faut être gentil, faut être poli, faut pas faire de peine, faut aider les autres, faut penser aux autres avant toi, etc. Et donc ça, c'est culturellement, à force d'entendre ce genre de choses, on apprend que exister, ça passe par le regard de l'autre, en quelque sorte. Si les autres ne vous aiment pas, si les autres trouvent que vous n'êtes pas gentil, on est mal barré. Mais si l'autre est content, alors là, tout va bien. Mais si l'autre est contrarié, c'est nous qui avons fait quelque chose de mal. Alors bon, ça peut arriver, on n'est pas tous innocents, je suis bien d'accord là-dessus. Mais c'est en fin de compte une forme de conditionnement, c'est un conditionnement qui crée ce qu'on appelle la culpabilité apprise. On apprend à se sentir coupable. Et même adulte, on va se sentir coupable dès qu'on pense à soi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, il y a cette fameuse peur du rejet. Et ça, alors, il y a plusieurs choses à ça. Déjà, il y a que le cerveau humain déteste le rejet. C'est un réflexe archaïque. Alors, dans ces temps de psychologie, on peut avoir une tendance un petit peu trop souvent à oublier que nous sommes des êtres biologiques. Oui, c'est vrai, on est des êtres sociaux et psychologiques et blablabla et tout ce que vous voulez, mais on est quand même des êtres biologiques à la base. Et quand on parle anthropologie, quand on parle développement de l'humanité, l'ère du Cro-Magnon, elle n'est pas aussi loin que ça. Et à l'époque préhistorique,
le fait d'être rejeté, et donc rejeté du groupe, cela signifiait mourir, tout simplement. Et c'est toujours ce que ça signifie dans certaines tribus, que ce soit les aborigènes en Australie ou dans certaines tribus un petit peu éloignées, et même dans certains groupements religieux, comme les témoins de Jéhovah, qui peuvent exclure les gens et tout simplement les couper totalement de toute la société. Eh bien, c'est vraiment la mort de l'être à l'intérieur, et certains finissent par mourir physiquement. Et même si on vit aujourd'hui avec un appartement chauffé, un frigo plein et la voiture dans le garage, eh ben, cette peur archaïque, ce réflexe, reste quand même inscrit dans nos circuits émotionnels, et c'est en quelque sorte un besoin qui même est confirmé par notre évolution dans la famille, donc qui est le troisième point, et qui va être que en fin de compte, en tant que bébé, en tant qu'enfant, on dépend des parents, on dépend de ceci, on dépend des gens autour de nous, et on est bien obligé de faire ce qu'ils veulent et de leur plaire si on veut que nos besoins soient comblés. Donc, on s'adapte, on sourit, on encaisse, et puis on vit avec ça, on évolue avec ça, et puis tout ça, ça finit par s'accumuler à l'intérieur de nous. La troisième cause importante, ça va être les croyances erronées. Alors, ces croyances, elles vont venir de l'enfance, de la religion, de la culture ou de modèles familiaux. Hein. Ça peut être même dans la famille. C'est pas nécessairement quelque chose de très, très grand. Et ça peut être des principes comme c'est égoïste de penser à soi. Si tu dis non, on t'aimera plus. Les autres passent avant toi. Faut penser aux autres. Bref, ce sont des croyances qui vont être ancrés, qui vont agir comme des filtres, même si la situation, en fin de compte, actuelle, ne justifie plus du tout ce genre de choses, et ça va continuer à influencer nos choix différents. C'est ce qu'on appelle une croyance irrationnelle autolimitante. Et tant que vous ne la voyez pas, tant que vous ne la comprenez pas, vous la subissez. Et puis, donc, il va y avoir différents mécanismes cognitifs, différentes tensions qui vont être, où on va avoir un effet de dissonance très souvent quand les choses ne correspondent pas à l'idée qu'on s'en fait, et que on essaie d'aller un peu plus loin, même si on sent que notre corps et l'environnement nous demandent plus de choses que l'on peut tenir. On continue à avancer, et puis jusqu'au moment où tout pète. Donc déjà, au lieu d'entrer dans ce cercle vicieux, et la première chose à en faire en quelque sorte pour sortir de ce cercle vicieux, c'est vraiment de comprendre que poser une limite, ça n'est pas une agression. Très souvent, je me souviens aussi dans les programmes d'assertivité, où j'apprends aux gens à dire non, à dire ce qu'ils veulent pas, etc. Quand je leur dis, voilà, pour dire non à quelqu'un, il suffit de lui dire non, je suis désolé, je ne peux pas faire ceci, cela, aujourd'hui, demain, dans une heure, etc. Et 9 fois sur 10, il va y avoir des gens qui vont me dire, oh la vache, c'est vachement agressif, ça. Pourquoi ? Parce que la phrase commence par non ? Parce qu'on ne vient pas avec une excuse ? Non. Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Donc il est important de comprendre que ni dire non, ni poser des limites, ça n'est une agression. Si la personne en face de vous a un problème et voit que le fait que vous lui dites non, c'est une agression, envoyez-le chez le psy. Dites-lui que vous en connaissez un bon, et puis envoyez-le chez un psy. Parce que là, le problème, c'est pas vous. Après, très bien ce programme. Merci Olivier. Pub gratuite. Alors, maintenant qu'on sait que il y a certaines choses qui nous brouillent un petit peu notre compréhension, il est important de reconnaître ses limites, de reconnaître si elles sont dépassées. Parce que pour poser une limite, il faut encore savoir où elle se trouve, parce que sans ça... Très souvent, vous allez remarquer, et c'est un petit peu pour ça que je vous ai demandé tout au début du webinaire de réfléchir et de penser à ce que vous avez ressenti physiquement lorsque vous avez dépassé vous-même une limite, lorsque vous avez dit oui au lieu de dire non, etc. C'est parce que la plupart du temps, vos limites, elles ne sont pas inscrites dans votre tête, dans la mienne non plus, donc dans notre tête, mais dans notre corps. C'est notre corps qui va parler en premier, justement parce qu'il y a des signaux d'alarme. Et c'est le corps qui, en premier, va vous dire «
là, t'en fais trop. Mais comme on est habitué à fonctionner dans la performance, machin, etc., et donc dans ces différents principes dont je viens de parler, eh ben, on ne l'écoute plus. Et le problème numéro 2, en quelque sorte, c'est que les premiers signaux physiques, ils vont être discrets. Ça ne va pas être quelque chose de très... Ça va être une tension dans les épaules, ça va être un nœud dans l'estomac. C'était Eva qui l'avait justement décrit comme de l'angoisse. Ça va être une fatigue un petit peu inhabituelle. Ça va être une petite irritation diffuse. On ne sait peut-être même pas pourquoi on est irrité. On est juste un peu... Bon, ben, je sais pas, mais je suis chafouin aujourd'hui. Et en fin de compte, ça... c'est votre corps qui commence à dire stop, qui commence à vous dire oui, voilà, c'est bon là. Mais, 9 fois sur 10, au lieu de l'écouter, on va se servir une tasse de café, et puis on va serrer les dents et on continue. Si on est dans une relation narcissique, au lieu d'écouter notre corps, on va dire bon, mais il y avait quand même ce moment-là qui était bien, etc. Et on va avancer encore d'un pas. Et résultat, les signaux vont monter d'un cran. Le mal de tête va devenir des migraines, la tension va devenir des douleurs, la lassitude va devenir des épuisements, et puis après, vous allez avoir les signaux émotionnels. On commence à en vouloir aux autres, parce qu'on ne peut pas en vouloir au patron ou à votre partenaire narcissique ou à ce que vous voulez. On en veut à d'autres personnes. On rumine. On va se dire, oh là là, ils exagèrent, ils abusent, machin, etc. Ou alors on fantasme sur l'idée de tout envoyer balader, de claquer la porte. Mais on sait bien qu'on ne peut pas faire ça. On n'ose pas le faire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Par peur de devenir désagréable, on va se taire, on ne va rien faire. Et chaque silence va alimenter la frustration. Et puis ça va continuer comme ça. Avec plusieurs clients ou clientes qui sont dans ces états de stress, je leur signale, je leur dis, mais attendez, vous voyez, mais il y a tel et tel et tel et tel signaux. Là, c'est peut-être temps de lever le pied. Oui, mais je ne peux pas parce que... Écoutez, c'est bien simple. Il y a 2 possibilités. Ou bien vous levez le pied, comme je vous le conseille, et puis vous envoyez balader ça et ça et ça, et puis vous restructurez, je m'en fous, mais vous levez le pied. Ou alors, c'est votre corps qui va le faire pour vous, et là, dans ce cas-là, croyez-moi, vous allez comprendre votre douleur. Et c'est généralement... Alors, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre d'une certaine façon et qui veulent attendre d'aller jusqu'au bout du précipice. Ils sont avec un pied dans le précipice et l'autre pied sur une peau de banane. S'ils veulent continuer à avancer, malheureusement, leur corps est obligé de fermer le circuit. Tôt ou tard, de toute façon, vous allez lever le pied. Donc, croyez-moi, l'une des meilleures choses à faire, c'est de prendre le problème aussi rapidement que possible. Alors, repérer ses limites, c'est donc commencer par observer ce que vous ressentez. Pas ce que vous devriez ressentir, entendons-nous bien, mais ce que vous ressentez. Parce que très souvent, vous allez avoir le principe du... justement, quand il y a Sylvie qui parle justement de s'en vouloir, de culpabilité, etc. Parce que très souvent, on se dit, ah oui, mais je devrais pouvoir faire ça, je devrais avoir la patience suffisante, je devrais être une bonne mère, une bonne épouse, une bonne employée, une bonne ceci, une bonne cela, ou un bon, etc. Et donc, on se dit qu'on devrait ressentir autre chose. Non. Si c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous ressentez. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Votre corps, c'est un très bon baromètre. Le mental, lui, il a une tendance à négocier. Le corps, vous ne pouvez pas négocier avec votre corps. Souvenez-vous-en. Et donc, un bon exercice, vraiment, c'est quelque chose de très important. Et ça consiste très régulièrement à vous poser la question qui est, mais à quel moment est-ce que je commence à me sentir envahi? Et c'est souvent à ce moment-là où on franchit la frontière. Et donc, plus vous vous y prenez tôt, et plus la correction va être douce. Plus vous vous y prenez tard, et plus ça va être difficile. Et le problème est que l'on est très souvent déconnecté de notre corps, dit Nathalie. Oui, c'est exact. Et c'est vrai qu'on n'écoute pas suffisamment les signaux de notre corps, et tôt ou tard, c'est vrai que ça finit mal. Alors, il va y avoir 3 catégories auxquelles
dans lesquels vous allez devoir ranger un petit peu vos limites. D'accord ? La première catégorie, ça va être ce qu'on appelle les préférences. Alors ça va être les « j'aimerais bien » ou « j'aimerais mieux » ou voilà. Ça va être « j'aimerais bien qu'on me prévienne avant d'arriver à la maison ou avant de passer me voir », par exemple. Alors, il y a des gens, ils disent « vous venez quand vous voulez, vous venez frapper, c'est bon ». Il y en a d'autres qui vont dire « moi, je préfère être prévenu ». Ça veut dire que c'est quelque chose que vous préférez. Ça veut dire que si la personne ne vient ou oublie, ou, etc., bon, c'est pas dramatique, c'est une préférence, c'est pas... Voilà. Non, soyez honnête avec vous. Hein. Si c'est pas une préférence, si c'est plus important, dites que c'est plus important. Si c'est quelque chose que vraiment vous pouvez, oui, bon, c'est vrai que je préférerais ça, mais c'est pas une catastrophe, ne commencez pas à mettre des petits trucs en disant « oui, mais maintenant, ça fait 5 fois qu'il me fait le coup ». Si c'est une préférence, c'est une préférence. Et s'il vous fait le coup 5 ou 10 fois, bon, c'est bon. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment les préférences. C'est des choses que vous préférez. Après, en classe numéro 2, là, c'est les besoins. Alors, les besoins, c'est plus quelque chose que vous aimeriez bien, mais ce sont des éléments qui vont être nécessaires à votre équilibre. Alors, ça peut être quelque chose, bien entendu, manger, boire, le sexe, dormir, la chaleur, se protéger du froid, etc. Bon, tout ça, c'est bon. Mais ça peut être aussi des choses qui peuvent être importantes pour votre équilibre à vous. Si vous avez l'habitude de prendre une sieste, eh ben, si c'est nécessaire, si c'est un besoin que vous avez, même si c'est quelque chose que votre voisin aimerait bien et que vous, c'est un besoin, eh ben, c'est un besoin. Point à la ligne. Et si un besoin est ignoré, là, la tension risque de monter. Là, il peut y avoir conflit. Pas toujours, mais là, ça devient plus problématique. Mais la relation reste réparable. Il est possible de dire « non, attends, non, mais j'ai besoin de ça » et tu le respectes, un point c'est tout, parce que ça, c'est vraiment un besoin. Bon, voilà, ça peut être réparé. C'est pas, si un besoin n'est pas comblé, ça peut se travailler. Et puis, vous avez en 3 les limites qui ne sont pas négociables. Et ça va être les points où le respect de soi est en jeu. Et ça, ce sont vos valeurs à vous. Ça peut être un truc du genre, j'accepte pas qu'on m'insulte, par exemple. Et là, il n'y a pas de discussion possible. Si cette limite est franchie, il faut agir. Sans ça, c'est une trahison envers vous. Alors, c'est vrai que le classement est extrêmement simple. Comme beaucoup des choses que j'explique, d'ailleurs, j'explique les choses simples. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ne confondez pas. Mais c'est extrêmement simple et ça demande énormément d'honnêteté et surtout, vraiment, de mettre ces principes. Mettez-les par écrit éventuellement si c'est nécessaire pour vous. Parce que ce qui se produit très souvent, beaucoup trop souvent, c'est qu'on va dire on a une limite qui est non négociable. Par exemple, je n'accepte pas d'être insulté. Eh bien, dans certaines relations, si le ou la partenaire ou le parent ou ce que vous voulez vous insulte, ouais, c'est vrai, ça va faire un conflit, mais on va l'accepter. C'est ce qu'on peut voir dans la plupart des relations narcissiques. Ça commence tout doucement par une petite blague de mauvais goût. On peut rien dire, machin, etc. Et petit à petit, on empiète sur les limites non négociables. Et du coup, vous avez négocié ces limites. Et du coup, c'est plus des limites non négociables, c'est même plus des besoins, c'est des préférences. Joum. Et là, du coup, après, game over, tout simplement. Parce qu'après, pour remettre les limites, une fois que vous les avez laissées tomber, c'est coton. Après, et là, franchement, alors là, c'est un mot spécial pour mesdames. Parce que, franchement, des fois, vous êtes lourde. Parce que, par exemple, un homme qui va demander à son copain, dis donc, ça te dirait qu'on fasse une partie de pêche ce week-end, là, on part, j'ai une cabine, j'ai une caravane, machin, etc., on va aller blabla, etc. Le bonhomme, son copain, il va lui répondre oui,
ou il va lui répondre non. Il va être fixé. D'accord ? Maintenant, si ce même monsieur demande à sa femme ou sa copine ou ce que vous voulez, dis-moi chérie, j'ai été invité par Johnny pour aller passer le week-end dans ça, il a une petite caravane, machin, on va pêcher, on va aller à la chasse, un truc comme ça. C'est OK si je pars en week-end avec Johnny ? Ouais, oui, bien sûr. Si c'est ce que tu veux, oui. En fin de compte, ce qu'elle veut lui dire, c'est je préférais qu'on passe le week-end ensemble. J'avais pensé qu'on pouvait. Mais non, lui, elle lui dit oui. Bon, lui, il prend pour un oui. Hein. Et puis voilà. Donc, franchement, au lieu de jouer à la gentille et d'espérer que les gens soient médiums, et surtout les mecs, hein, déjà, on a beaucoup moins de rame que vous. Alors, si en plus de ça, vous nous demandez d'être médium, hein, donc, déjà, il y a très peu de gens qui sont médiums, et la plupart, de toute façon, c'est la coconette. Mais si, en plus de ça, vous n'osez pas mettre les limites, c'est absolument impossible pour qui que ce soit de deviner quoi que ce soit. Donc, ouais, c'est vrai qu'il va peut-être pas vous trouver gentille, peut-être que ceci, peut-être que cela, mais voilà. Est-ce que vous voulez être facile à vivre ou est-ce que vous voulez vous respecter et est-ce que vous voulez qu'on vous respecte ? Après, donc, souvenez-vous, donc, une limite qui n'est pas exprimée, elle n'existe pas, pour cause, et une limite que vous exprimez mais qui n'est pas tenue, elle disparaît. Donc, vous repérez vos limites, vous acceptez qu'elles existent et vous les placez. Point à la ligne. Et vous pouvez être tout à fait gentil même si vous avez des limites. La plupart des gens ont des limites et la plupart des gens sont gentils. Après, une fois qu'on a reconnu ces limites, les femmes ne disent pas franchement les choses à leur bonhomme. Ça dépend des femmes. Ça dépend des femmes. Mais très souvent, c'est vrai que c'est pas toujours dit directement, et voilà. Merci de ne pas dire du mal de Johnny. Mais non, je ne dis pas de mal de Johnny. En plus, ça, c'est mon chanteur préféré. Alors, une fois que vous avez reconnu vos limites, ce qui est parfait, il faut ensuite les exprimer. Et là, ça devient compliqué parce que vous confrontez l'autre à un refus. Et dans tout ce qui est notre éducation, notre culture, notre mémoire émotionnelle, etc., comme je viens de le dire, ça nous pousse un petit peu à éviter tout ça. Donc, dire non, c'est en fin de compte un risque de conflit. Oui, comme le dit quelqu'un, si on ne sait pas dire non, quelle valeur a le oui ? Oui, tout à fait. Et donc, quand on risque un conflit, on risque de déplaire, on risque de plus être perçu comme gentil, on risque de plus être perçu comme aimable, comme serviable, etc., etc. Et le paradoxe, en fin de compte, c'est que si vous ne posez pas de limite, ça va finir par créer un conflit beaucoup plus grand à la fin. Alors, peut-être pas un conflit ouvert, hein, ça peut être un conflit intérieur. Des fois, ça peut devenir un conflit ouvert sur plein de trucs. Je ne suis pas doué pour Zoom, moi c'est Nicolas. Bonjour Nicolas. OK. Donc, souvenez-vous que poser une limite, ce n'est pas un acte agressif, c'est un acte de clarté. Et dans la communication humaine, il vaut toujours mieux être clair plutôt qu'être complaisant. Le premier principe, ça va être de dire les choses factuellement. Alors, si vous revoyez mon webinaire sur comment dire non, là, il va y avoir pas mal de conseils qui vont aller beaucoup plus en détail, donc je vais passer un petit peu rapidement là-dessus. Mais, en gros, ça va être de dire les choses factuellement et sans justification inutile. C'est-à-dire que vous dites ce que vous voulez dire. Vous ne dites pas ce que vous croyez que l'autre a besoin d'entendre. Ça, on s'en fout. D'accord ? Les gens, de toute façon, ils risquent de comprendre ce qu'ils veulent. Vous êtes responsable de ce que vous dites. Vous n'êtes pas responsable de comment il comprend ce que vous dites. Ou elle comprend ce que vous dites. La majorité des gens, en fin de compte, ils ne posent pas vraiment de limites,
Mais il s'en excuse presque. Il commence par « Bon, écoute, j'aimerais bien te rendre ce service, mais tu comprends, je peux pas, il y a ma grand-mère qui est malade. » Enfin bref. Une limite, ça se pose comme un constat. Vous ne demandez pas l'autorisation de poser une limite. C'est « Bah non, je ne peux pas m'occuper de ton dossier ce week-end. Bah non, je prête pas ma voiture. Et ben non, je préfère ne pas parler de ce sujet, surtout aujourd'hui avec la politique, machin, etc. Ben non, je suis désolé, j'ai pas envie de parler de ça. Point. Vous n'avez pas besoin de justification, vous n'avez pas besoin d'argumentaire, vous n'avez pas besoin d'explication. Plus vous vous justifiez, ben justement, comme le dit Laurence, c'est mes justifications qui me perdent, mais pas que vous. Plus vous vous justifiez, plus vous ouvrez la porte à la négociation. Une justification, c'est déjà une porte ouverte à la négociation. C'est déjà à la moitié d'un oui. C'est déjà, en fin de compte, bah oui, souvent je m'explique, ouais, c'est ce que beaucoup de gens disent et font également. Vous n'avez pas à vous expliquer. Ben, ils ne viennent pas de la police, que je sache. Et puis le deuxième principe, ça va être de rester cohérent entre les mots, la voix, le corps. Alors ça aussi, dans l'autre webinaire, je parle du langage corporel, parce que sans ça, il va y avoir une incohérence. Si vous dites bah non, je suis désolé, je prête pas ma voiture, et que vous oui, bon non, tu sais, etc. Que votre langage corporel n'est pas là, ça va pas le faire. Les gens peuvent voir la différence. On a l'habitude d'enregistrer ces signaux corporels, et ça, on les enregistre même de façon inconsciente. Donc là, on sait que c'est pas du sérieux. Si j'insiste un peu, ce verrou il saute. Donc préparez vos phrases à l'avance, tout simplement. Vous les répétez à haute voix, seul, éventuellement devant votre glace ou devant votre webcam, ce que vous voulez. Alors je sais, ça peut être ridicule, ça peut paraître ridicule, hein, mais c'est un très bon entraînement parce que vous habituez votre cerveau à assimiler le message comme quelque chose de normal, pas comme une agression. Parce qu'au début, vous risquez de le dire de façon un peu pas neutre, qui va manquer, qui va montrer votre insécurité ou qui risque même d'être agressif parce que vous avez peur de ne pas faire le poids. Donc n'ayez pas peur, entraînez-vous devant votre glace, personne n'est là pour vous voir, et puis entraînez-vous et répétez, et répétez, et répétez. Troisième principe, ne cherchez pas à convaincre. Parce que quand vous posez une limite, vous n'êtes pas dans un tribunal, vous n'êtes pas accusé, vous ne plaidez pas une cause, vous ne justifiez rien, vous n'excusez rien, vous n'expliquez rien, vous énoncez un fait. Dès que vous cherchez à convaincre quelqu'un, déjà vous reculez. Alors maintenant que l'autre vous dise « Ah bah oui, ben moi je ne vois pas les choses comme ça », grand bien de face, ça peut me foutre. Moi je vois les choses comme ça, voilà, c'est tout. Alors, bien entendu, là, on ne parle pas de ces premières limites dont je vous ai parlé, les choses de « j'aimerais bien que ». Là, on parle des limites, on parle de la troisième catégorie. Hein. Là, il n'y a pas de négociation. Donc, de toute façon, c'est un fait que j'annonce. Un point, c'est tout. Donc, s'il veut que vous... Si la personne vous respecte, il n'a pas besoin ou elle n'a pas besoin de comprendre vos raisons. C'est quelque chose qui peut paraître évident. Alors peut-être qu'il peut vous demander, tiens, c'est bizarre, pourquoi bon, ça peut être de la curiosité, hein, remarquez, il ne faut pas toujours. Mais à la base, vous n'avez pas à vous justifier de quoi que ce soit. Donc ne vous aventurez pas du tout sur ce terrain-là. D'accord ? Pire, disent que je n'ai pas à imposer ma norme. Ben non, vous n'avez pas à imposer votre norme, on est bien d'accord, mais pour ce qui est de vous, vous avez parfaitement à imposer votre norme. Et s'il n'est pas content, c'est le même prix. Alors après, c'est vrai que vous ne pouvez pas imposer votre demande sur les autres, mais pour ce qui est de vous et de vos limites, c'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Si votre partenaire il aime, ben c'est bien. Si il n'aime pas, ben qu'il se trouve quelqu'un qui aime. Hein. Il y en a sûrement. Et puis c'est tout. Après, le quatrième principe, ça va être de gérer la réaction émotionnelle de l'autre. Parce que quand vous commencez à poser vos limites, de toute façon, faut vous attendre à des réactions. Parce que surtout si vous n'avez pas posé vos limites auparavant, si tout d'un coup vous commencez à les mettre et puis que vous dites, ah ben, j'ai vu une vidéo YouTube et le mec il m'a appris comment le faire, et ben c'est un fait qu'ils vont pas aimer.
Et donc, ils vont tester la solidité de votre nom éventuellement. Et là, alors, c'est pas une attaque personnelle, pas nécessairement, hein, ça peut le devenir, mais ça ne l'est pas nécessairement. Mais pour vous, comprenez-le comme, OK, c'est la preuve que vous avez bien changé de dynamique, ça porte, c'est normal, il essaye, c'est normal. Si vous avez toujours accepté certaines choses et que maintenant vous commencez à plus les accepter, il va y avoir un temps d'adaptation. Maintenant, il ne faut pas non plus être... voilà. C'est bien, parfait, c'est une recherche de l'équilibre. Et si la personne vous aime, etc., si les choses, si c'est dans la logique des choses, cette limite sera... oui, on me dit, tu as changé, nous dit Nicolas. Mais oui, mais vous savez quoi? Mais c'est vrai. Et vous savez quoi? Eh bien, on change tous. Et vous n'êtes pas le même aujourd'hui que vous ne l'étiez hier. Et vous n'êtes pas le même aujourd'hui que vous le serez demain. On change tous, à part les narcissiques et les sociopathes et certaines autres personnalités qui sont totalement bloquées dans leur personnalité un petit peu spéciale. Tous nous autres, je peux vous promettre que je ne suis pas le même aujourd'hui que je l'étais il y a 20 ans. Ben ouais, j'ai changé. Encore heureux. C'est une bonne blague. Alors, bon, il va y avoir une résistance. Tenez bon. Vous ne réagissez pas aux attaques différentes, aux culpabilités, aux attaques de culpabilité. Ne tombez pas dans le piège de dire « oui, bon, ben, ça va pas, je vais revenir sur ma décision ». Gardez la fermeté, et puis voilà. Si l'amour de cette personne, ou l'amitié de cette personne, ou l'intérêt de cette personne disparaît parce que tout d'un coup, vous ne voulez pas garder ses gamins ou faire quelque chose, ou faire une certaine chose, il ne peut pas comprendre un non. Wow, des amis comme ça, on peut s'en passer, hein, vous inquiétez pas. Vous n'en avez pas besoin. Donc, réfléchissez-y. 5e principe, régulez votre propre stress. Parce que poser une limite, surtout quand on n'a pas l'habitude, ça va être le rythme cardiaque qui va y aller à plein pot, tension musculaire, peur de blesser, machin, etc. Tout ça, c'est une réponse totalement physiologique, totalement normale à la confrontation. Mais gardez le cap, tenez bon, essayez de prendre quelques respirations profondes. Palpitations, ouais, la première fois ça pique, ouais, c'est vrai que c'est extrêmement difficile. Et puis, comprenez vraiment que vous n'êtes pas en train d'agresser la personne. Vous n'êtes pas en conflit, ce n'est pas une agression. Dire non, ce n'est pas une agression, c'est un acte de différenciation. Je suis moi, tu es toi. C'est un signe de maturité psychologique. Et dans une relation saine, c'est quelque chose qui va renforcer le respect mutuel. Tout comme... Enfin, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais ça ne vous viendrait pas à l'idée de vous mettre en colère parce que telle ou telle personne vous dit « non, écoute, là, je ne préfère pas parce que là, j'ai une limite » ou « je ne veux pas faire ça ». Alors après, on peut toujours dire « si tu veux, on peut faire autre chose, pourquoi pas ?» Mais là, j'ai ma limite, un point, c'est tout. Et dans une relation toxique, ça va déclencher des tentatives de contrôle. Là, vous pouvez en être parfaitement sûr. Donc, dans les deux cas, ça va révéler la vérité de votre relation. Vous allez savoir à quoi vous en tenir. Relation saine ou relation toxique. Ou de fuite, oui, on peut fuir aussi. Oui, voilà. Passe à la diapositive suivante. Donc, alors, poser une limite, déjà c'est du boulot. Hein. Je peux voir les gens qui prennent des notes, c'est bien. Hein. Je peux voir, il y a Zéla qui prend des notes également. Donc c'est une chose, mais après le problème numéro 2, ça va être de la maintenir dans le temps. Ça c'est un petit peu différent. Parce que vous allez avoir des gens qui vont y arriver une fois et puis qui reculent à la première pression. Puis j'ai Bidouille qui me dit « j'ai du boulot ». Ah ben c'est bien. Mais c'est bien d'avoir du boulot. C'est bien, ça prouve que vous pouvez vous perfectionner, pourquoi pas. Et puis, l'une des raisons principales, c'est cette fameuse culpabilité qui revient, insidieuse, tu vois. Ah, parce qu'on veut avoir la paix. Et puis, on se dit, bon, ok, je vais céder, mais juste cette fois.
juste cette fois. Et donc, vous réinstallez exactement ce que vous avez voulu corriger. Donc, c'est le moment où il faut vraiment tenir le coup, rester cohérent. Alors, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est de la culpabilité apprise, dont j'ai déjà parlé. Ça va être la culpabilité qui dit « Ah bah oui, mais si je déçois quelqu'un, je suis une mauvaise personne. » Oui, mais c'est pas vrai. Déjà, c'est pas vrai. Déjà, on déçoit toujours quelqu'un. Vous avez déçu des gens, vous avez été déçu par des gens, vous allez en décevoir. Voilà, bref. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Et encore une fois, hein, si pour ne pas décevoir quelqu'un, il faut faire des choses qui vont au-delà de vos limites, bon, ben, décevez-les. Hein. Et puis, c'est une émotion qui est totalement conditionnée. Elle a été installée dès notre enfance, en fin de compte, pour maintenir une forme de loyauté envers différentes figures d'autorité. C'est pour ça qu'on a cette culpabilité. Elle est utile pour vivre en société, hein, parce qu'elle évite qu'on fasse des conneries, mais quand elle étouffe l'individu, ben, c'est quand elle va trop loin. Donc la culpabilité, elle peut être un marqueur utile dans certaines situations, mais voilà quoi. C'est pas quand on l'utilise pour se renfermer. Donc, quand vous ressentez cette culpabilité, ce que vous allez ressentir, ça vous arrivera encore avant Noël, que ça m'étonnerait pas. Donc, quand vous ressentez cette culpabilité, après avoir dit non, moi bien parler la France, posez-vous une seule question, et la question c'est « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Pas « Est-ce que j'ai blessé quelqu'un ?» Pas « Est-ce que j'ai déçu quelqu'un ?» Mais « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Est-ce que, en disant non à faire ceci ou à faire cela, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? Et la plupart du temps, ben, la réponse, ça va être non si vous y réfléchissez bien. Et donc, dans ce cas, ça veut dire que la culpabilité n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que là, vous êtes sur un truc de culpabilité apprise, conditionnée, machin, etc. Foutez-le à la poubelle et puis avancez. Le deuxième piège, c'est donc cette peur de perdre la relation. Parce que quand vous allez poser certaines limites, certaines personnes vont s'éloigner. Ça va pas louper. Mais donc, ben, encore une fois, hein, si c'était des relations qui étaient basées ou qui reposaient sur justement l'absence de limites, ben, ce n'était pas des relations équilibrées, c'était sur un bénéfice unilatéral. Donc, vous ne perdez pas la relation, en fin de compte. Hein. Ce que vous faites là, c'est que vous révélez la nature de cette relation. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, du coup, ben, peut-être que c'est bien, on a fait la différence entre le grain et l'ivraie. Troisième piège, donc, c'est celui dont j'ai un petit peu parlé, c'est donc cette tentation de négocier vos propres limites. Oui, bon, d'accord, mais juste cette fois. Hein. Bon, je vais le faire, mais il ne faut pas qu'ils s'y habituent. C'est un petit peu le truc du genre, y a beaucoup de gens, quand ils me racontent certaines choses, ils vont me dire, oui, alors, ouais, quand il le fait une fois, ça va, 2 fois, ça va, mais 3 fois, ça va pas. Et moi, ma question qui sort, c'est pourquoi 3 fois ? Pourquoi est-ce qu'il a le droit les 2 fois gratos ? Enfin, je ne comprends pas. Enfin, je ne sais pas, moi, essayez de faire un saut en parachute sans parachute et vous n'aurez pas 3 chances. Hein. Enfin, moi, je ne sais pas, mais je ne le risquerai pas. Je ne vois vraiment pas pourquoi on doit donner 2, 3, 4, 5, 6... Je sais pas. Ah, mais c'est parce que tout le monde a le droit à une seconde chance. Ah bon ? Ça vient d'où, ça ? Pourquoi ? Les gens peuvent éventuellement avoir une deuxième chance s'ils voient ce qu'ils ont fait, s'ils sont désolés de voir ce qu'ils ont fait, s'ils ont essayé de réparer, s'ils se sont excusés, s'ils ont pris la responsabilité, s'ils sont vraiment totalement dévastés, si vraiment il y a vraiment un désir de changer ça, si c'était vraiment une erreur, peut-être qu'on peut leur donner une deuxième chance. Mais ce n'est pas un droit. Ça vient d'où, ça ?
C'est comme le truc des 3, j'ai jamais compris d'où ça venait ce truc-là. Mais voilà. Donc, le quatrième point, vieux proverbe arabe, me dit Nicolas, ce qui s'est passé une fois peut ne pas se reproduire, ce qui s'est produit 2 fois se reproduira. Il y a des risques, il y a des chances. Quatrième point, c'est donc la constance. Alors, la limite qui varie selon l'humeur, selon la personne, selon le temps, selon ce que vous voulez, c'est pas une limite. C'est un lissage brésilien. Hein. Ça devient un outil de chantage en plus. Ça dépend de l'humeur, ça génère de la confusion, plus de respect, etc. Donc, non. Être clair, la clarté, c'est une forme de respect envers vous, pour commencer. Et plus vous êtes constant, plus les autres ils vont vous tenir comme fiable. Plus les gens vont savoir que quand vous dites non, c'est non, et quand vous dites oui, c'est oui. Et ça, c'est extrêmement important. Ouais. Donc, voilà. Paradoxalement, plus vous allez mettre de limites, bon, maintenant, il ne faut pas non plus vous en mettre dans une forteresse, mais quand vous avez vos limites, et, voilà, et que vous êtes en parfait équilibre avec vos limites, eh ben, paradoxalement, les gens vont vous respecter beaucoup plus. Le 5e point, ne pas vous surjustifier. Une fois que la limite est posée, vous n'avez pas besoin de l'expliquer à chaque fois qu'elle est testée. D'accord ? Chaque justification, ça va affaiblir le message. Donc vous répétez calmement le truc, exactement de la même manière, sans vous énerver, avec un ton ferme, tranquille, neutre, comme j'en ai parlé dans mon programme Assertivité ou dans la vidéo sur comment dire non. 6e point, et ça, beaucoup de gens n'aiment pas, préparez-vous pour des rechutes, parce qu'il y en aura, tout simplement. Parce que si c'est un truc que vous n'avez jamais vraiment essayé, que vous avez seulement commencé il n'y a pas longtemps, vous n'allez pas effacer des habitudes que vous avez depuis 20, 30, 40 ans en une semaine. C'est pas possible. Vous pouvez comprendre facilement, c'est bien là où est le truc, c'est simple, donc c'est simple à comprendre, c'est simple à utiliser, mais il y a des fois ça ne marche pas très bien. Donc, vous allez avoir des rechutes. Une rechute, ce n'est pas un échec. Une rechute, c'est un rappel. Une fois que vous avez cédé, alors ça, c'est quelque chose que je fais avec tous mes clients quand on travaille sur certains trucs, hein, pas seulement les limites, mais sur plein d'autres choses. Ça va être que, bon, si ça ne marche pas, si à un moment donné, vous voyez que bon, le truc il déconne totalement, vous êtes tombé dans le panneau, c'est des choses qui arrivent, plutôt que de commencer à vous dire « mea culpa, mea maxima culpa », posez-vous un instant, une fois que le truc est retombé un peu, bien entendu, posez-vous, et puis notez. Notez un petit peu le truc, voir, ok, qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qui a été différent des autres choses, quels boutons ont été appuyés, est-ce que... alors, et je peux aussi que, vous étiez fatigué, vous n'étiez pas en forme, vous étiez malade, enfin après, je ne sais pas, il peut y avoir des explications un peu différentes, mais identifier ce qui n'a pas marché, ce qui a été les choses qui ont été problématiques pour pouvoir les travailler. Et donc, enfin, le point que... tiens, je vous ai perdu, je ne vous vois plus. Voilà, maintenant je vous vois. Voilà. Qui est souvent oublié, c'est que les limites, ça évolue. Comme je l'ai dit d'ailleurs il y a un instant, ce n'est pas gravé dans le marbre. Elles vont dépendre de votre état, de vos priorités, de votre énergie. Et puis, votre état, il change. Hein. On vieillit. Peut-être que vous allez déménager. Peut-être que vous allez avoir de nouveaux intérêts, un nouveau boulot. Après, je ne sais pas. De nouvelles idées, de nouvelles limites. Il y en a qui vont tomber, il y en a qui vont venir. Il y a des choses qu'on acceptait quand on était plus jeune. Et puis aujourd'hui, ça y est, maintenant... voilà, mon pote, c'est fini. Et puis voilà. Donc, acceptez que vous n'avez pas besoin d'être psychorigide,
que, ben oui, c'est vrai que j'avais pas cette limite auparavant, mais maintenant je l'ai. Par contre, telle et telle limite que j'avais, bon, maintenant c'est moins important. Elle est peut-être toujours là, mais c'est quelque chose que je préfère. C'est peut-être pas aussi... voilà, ça évolue, ça change. Et c'est parfait. Encore une fois, c'est une question de cohérence, c'est être ferme sans être fermé. Et puis voilà, c'est la maturité émotionnelle, tout simplement. Donc, poser les limites, c'est pas une question de technique, alors ça l'est aussi, hein, bien entendu, mais c'est pas une question de technique, mais c'est une question d'identité. Ça fait partie de vous, c'est reconnaître que votre énergie, votre temps, vos émotions, tout ça, ça a de la valeur et personne d'autre doit ou ne peut les gérer à votre place. Vous êtes seul maître à bord, en quelque sorte, et quand vous dites, voilà, assez... ça ne veut pas dire que vous écartez les autres, mais ça veut dire que vous vous rapprochez de vous-même, tout simplement. Et puis, paradoxalement, vous allez attirer des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées et beaucoup plus respectueuses. Parce que du coup, tous ceux les piranhas qui sont en train de tourner autour et qui n'acceptent pas certaines limites, ciao mon pote, et c'est pas fait comme ça en fin de compte. Donc, les limites, ça va être les contours de votre intégrité. Ça ne ferme pas, hein. C'est pas une fermeture, c'est une définition de vous. C'est voilà qui je suis et voici comment me respecter. C'est pas un être sans limite, c'est pas quelqu'un qui est libre, hein. C'est quelqu'un qui est disponible pour tout, qui va se laisser marcher dessus et donc en fin de compte qui est disponible pour rien. Voilà, c'est tout. Et par contre, poser les limites, ça va être cohérent, être fiable, être prévisible. Et puis, dans ce cas, dans le monde actuel qui est saturé de confusion, où les gens ne savent même plus de quel sexe ils sont, en fin de compte, c'est une force relativement rare aujourd'hui. Donc, voilà, en gros... je pourrais presque terminer, enfin je termine sur cette phrase qui est, dire non aux autres, c'est très souvent dire oui à soi-même, et je pense que c'est l'une des choses les plus importantes à se souvenir et puis sur lesquelles travailler. Donc, merci d'être venu. Si vous avez envie que je fasse un webinaire sur un sujet bien précis, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un email à cyril@malka.fr et puis je verrai ce que je peux faire pour vous. Et je vous retrouve le mois prochain pour un nouveau webinaire. Au revoir. Cyril Malka, sans divan. Cyril Malka. Sans divan. Sans divan. Cyril Malka. Cyril Malka, sans divan.